Bonjour, je suis Marie Drucker. Vous écoutez Au bout de l'enquête, le podcast. On les appelle cold case, ces affaires classées réputées insolubles. Elles résistent parfois plusieurs dizaines d'années aux enquêteurs, avant qu'un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permettent de retrouver la trace des coupables. 20 ans d'investigation pour finir par désigner un meurtrier totalement insoupçonnable. Voilà l'affaire que nous allons vous raconter aujourd'hui. Tout commence en 1987, dans les environs d'Avignon, avec la disparition d'une lycéenne, Évelyne Boucher. Cette enquête au long cours a finalement abouti grâce au talent d'un magistrat. Ce juge d'instruction a compris avant tout le monde l'immense potentiel de l'ADN en matière d'investigation criminelle. Vous écoutez l'affaire Évelyne Boucher, première partie. Il fait froid ce matin-là, il y a 2 chasseurs qui arpentent la garrigue du côté de Villeneuve-lès-Avignon, sur la commune des Angles précisément. Boris Delacruz, journaliste à Objectif Gare. Ils sont dans un sous-bois, ils sortent du sous-bois, ils arrivent dans la garrigue, et là ils aperçoivent une forme qu'ils n'arrivent pas bien à définir parce qu'il fait encore nuit, c'est les jours les plus courts de l'année. Et en s'approchant un petit peu, ils s'aperçoivent que la forme, c'est une forme humaine. Et en s'approchant encore plus, ils découvrent le corps d'une jeune femme. À cette époque, j'ai 30 ans, je suis rédacteur départemental en charge des faits divers au Provençal à Avignon. Jean-Marc Aubert, ancien journaliste au Provençal. Et donc ce matin-là, mon informateur me dit on a une sale affaire dans le Gard. On pense que c'est une jeune fille, une lycéenne, dont les parents avaient signalé la disparition hier soir. Je pars sur place avec un photographe. Alors il y avait un périmètre de sécurité qui nous interdisait d'accéder à l'endroit, à cette clairière. En fait, c'est une clairière au milieu de la garrigue. Il y a les policiers de Villeneuve-lès-Avignon, d'Avignon, il y a les enquêteurs du SRPJ. Les enquêteurs, donc, sur cette scène de crime, la première référence, la première chose qu'ils se disent, c'est que cette jeune femme a été probablement violée. Donc la jeune fille a été découverte allongée, avec la jupe relevée. Commandant Philippe Toussaint, directeur d'enquête à la police judiciaire d'Avignon. Et les vêtements au niveau du corps supérieur. Lorsque nous allons faire les constatations, nous allons également retrouver une veste tachée de sang et le cartable contenant les affaires de classe de la victime. Et dans le sac, donc, on va retrouver une carte d'identité, qui est la carte d'identité de la jeune Évelyne Boucher, 16 ans. Il manque quelque chose d'important, c'est une boucle d'oreille. La boucle d'oreille de l'oreille gauche est manquante. Il ne la trouve pas sur la scène de crime. Le médecin légiste qui restait longuement sur place avant l'autopsie a remarqué donc des traces de violence au visage, le visage tuméfié, des traces de strangulation et un orifice qui était visible en dessous du crâne. Donc il a conclu qu'elle avait été sûrement achevée par arme à feu. Une balle dans la tête tirée à bout portant, c'était déroutant. Ils cherchent l'arme autour du corps, ils ne la trouvent pas, ils la cherchent dans la garrigue, ils élargissent le périmètre, ils vont un petit peu plus dans les sous-bois, ils ne trouvent pas cette arme. Le mercredi, j'ai cours que le matin, je n'ai pas cours l'après-midi. Géraldine Martinasso, amie d'Evelyne. Et en fin de matinée, j'entends à la radio, on annonce le décès d'une jeune fille qui a été retrouvée, donc une jeune fille tuée, manifestement par balle, en tout cas assassinée a priori. À ce moment-là, on ne donne pas de nom, donc je ne sais pas qui c'est. L'après-midi, je suis chez moi puisque j'ai pas cours.
Donc je suis chez mes parents, je vais à mes occupations et puis j'entends sonner, mais j'y vais pas puisque mes parents, c'est eux qui répondent. Et j'entends leur conversation et parce que j'entends leur conversation, du coup je vais les rejoindre pour savoir ce qui se passe. Et donc c'est là qu'ils m'expliquent que la gendarmerie ou la police fait une enquête de voisinage pour essayer de trouver des témoins et que la jeune fille en question dont j'ai entendu parler à la radio annonçant qu'elle avait été assassinée, c'était Evelyne Boucher. Voilà. Et là, je suis vraiment sidérée. Je repars dans ma chambre, mais comme si j'avais été assommée. Enfin, je comprends pas ce qui s'est passé. Tellement ça me paraît invraisemblable. Moi, ce que je comprends, c'est qu'elle est morte. Voilà. Elle a 16 ans, elle est morte. J'ai connu Evelyne quand j'avais 11-12 ans, au collège du Morillon, à Villeneuve-les-Avignon. On était une année dans la même classe. Evelyne Boucher vivait dans une famille recomposée, mais elle s'entendait avec tout le monde, avec sa demi-sœur, son demi-frère, son beau-père, même s'il y avait quelques anicroches. Elle était studieuse et sa maman l'adorait. C'était la préférée de la famille. Elle avait de bonnes notes, des facilités intellectuelles, puisqu'elle ne travaillait pas d'arrache-pied, mais elle avait quand même facilement des bonnes notes. Elle était appréciée par les professeurs. Vraiment, c'était la jeune fille rêvée. Monsieur travaille au conseil de prud'homme. Madame a une situation dans une société de transport. Donc, ils ont des revenus confortables. Sa vie était réglée, aucun écart. Elle était toujours à l'heure. C'est pour ça que le soir où elle disparaît, ça... Vraiment, toute la famille, ils se disent qu'il s'est passé quelque chose d'anormal. Cette affaire, en fait, va susciter beaucoup d'émotions et d'interrogations. Pourquoi une jeune fille de 16 ans sans histoire va être enlevée? Pourquoi elle sera frappée? Pourquoi elle? Et pourquoi aussi l'agresseur est-il venu la chercher à cet endroit-là? Il y a un climat de psychose qui s'installe quand l'affaire devient médiatique. Il n'y avait pas à l'époque Facebook, les réseaux sociaux, donc ça sort le lendemain dans les journaux. À Villeneuve, les Angles et même à Avignon, il y a des femmes qui s'interrogent, je crois, qui se disent mais est-ce qu'on est en danger ou pas? On s'est dit peut-être que c'est un serial killer, que voilà, c'est pas juste Evelyne, c'est qu'il y en a après les jeunes filles de ça. On ne sait pas, parce qu'on ne sait pas qui c'est. On n'a pas d'éléments, donc on peut tout imaginer. C'est le juge Christian Lernoud qui hérite de l'information judiciaire ouverte pour homicide volontaire aggravé sur mineur de 15 ans. C'était l'expression juridique de l'époque. Il a fait son dossier prioritaire. Il a la réputation d'être quelqu'un de tenace, quelqu'un qui fouille les moindres détails, qui cherche vraiment dans le dossier d'instruction la moindre interrogation. Et en fait, il a cette réputation de toujours solliciter les gendarmes ou les policiers avec qui il travaille. Et il leur demande toujours la perfection. Christian Lernoud était quelqu'un de très réservé, de très humble, de très simple. Jean-Pierre Bandira, ancien juge d'instruction et ami de Christian Lernoud. Ça n'était pas quelqu'un qui était attiré par la lumière, il était simplement attiré par sa mission de participer à la recherche de la vérité dans les dossiers qui lui étaient confiés. Dès son premier contact avec notamment la maman d'Evelyne Boucher, va tenir une promesse, c'est qu'il va se battre jusqu'au bout pour découvrir la vérité. L'autopsie a été faite en urgence dès le lendemain à l'Institut médico-légal de l'hôpital de Nîmes. Et là, il y a eu confirmation de pas mal d'éléments, mais surtout qu'elle avait bien été violée, qu'elle avait bien été étranglée, qu'elle avait été frappée et qu'elle avait été achevée d'une balle de calibre 22 long rifle à bout portant dans la tête. Du sperme va être prélevé dans les parties intimes d'Evelyne Boucher. Ce prélèvement va être primordial pour la suite des investigations. Donc le prélèvement a été réalisé relativement rapidement. Laurent Brognaud, biologiste expert en empreintes génétiques.
Et après qu'il ait été réalisé, il a été conservé dans de bonnes conditions pour permettre des premières analyses. Ce juge a certainement été un précurseur en matière de criminalistique et notamment concernant le prélèvement et la conservation du prélèvement. Je dirais que c'est ce qui est essentiel, c'est d'avoir fait les bons prélèvements et de les avoir bien conservés pour permettre des analyses futures. Christian Heynaud, c'était un pionnier comme juge d'instruction en matière d'analyse scientifique. Quand il a reçu les scellés de tous ces éléments recueillis méticuleusement sur la scène de crime, il y croyait. Il y avait chez lui la certitude d'avoir un élément extraordinairement important. Il y avait nécessairement, dans le cadre de ce dossier, la certitude que l'auteur du rapport sexuel était l'auteur du crime. Les enquêteurs parviennent à retracer en fait le parcours d'Evelyne Boucher ce 8 décembre 1987. Boris Delacruz, journaliste à Objectif Gare. On sait qu'elle part de chez elle le matin assez tôt, elle arrive à proximité de son lycée, qui est à Avignon, vers 8h. Et elle va pas aller en cours ce jour-là. C'est assez énigmatique pour une jeune fille qui est réputée comme quelqu'un d'assez sérieuse et ne manquant pas trop l'école. Mais ce jour-là, elle ne va pas en cours, elle va passer sa matinée dans un bar à proximité de son lycée, un bar fréquenté par tous les jeunes du coin. Evelyne Boucher va y rester jusqu'à midi. Elle va retourner manger donc à la cantine de l'établissement scolaire. Et à 14h, elle ne retourne pas en cours non plus. Elle revient dans ce bar. Evelyne Boucher, à 16h, quitte le Carnot en compagnie d'un des serveurs, Donato, qui a 21 ans. Jean-Marc Aubert, ancien journaliste au Provençal. Et apparemment, ils sont allés boire un café ensemble avant de revenir au Carnot. Les enquêteurs ont la certitude qu'elle est là jusqu'à 17h. Ensuite, Evelyne Boucher part voir son petit ami de l'époque, avec qui elle est depuis un petit mois. Et ce petit ami la ramène à un arrêt de bus à Avignon. Et elle va prendre donc un bus. Vers 18h30, elle arrive chez elle à Villeneuve-les-Avignon et elle est déposée donc par le conducteur du bus à peu près à 500 mètres de chez elle, à l'arrêt bus habituel. Elle descend du bus avec une jeune femme de son âge qui habite dans le lotissement, donc elles se connaissent, elles font le trajet régulièrement aller-retour. Et au bout de quelques centaines de mètres, les deux jeunes femmes se séparent et Evelyne Boucher prend le chemin qui va chez elle toute seule. Evelyne Boucher doit parcourir 300 mètres, 350 mètres pour arriver jusqu'à chez elle, mais on perd sa trace à ce moment-là. On a fait vraiment l'environnement très proche, tous les gens qu'il a côtoyés tous les jours. Les policiers vont s'intéresser à un des propriétaires du Carnot, qui est le serveur en salle, Donato, qui a 21 ans. L'enquête détermine qu'elle était plus ou moins amoureuse aussi de Donato. Et ses copines ont témoigné dans ce sens. Elle venait souvent toute seule pour le voir. Donato avait repoussé les avances d'Evelyne Boucher, qui lui avait déclaré sa flamme cette journée-là. Commandant Philippe Toussaint, directeur d'enquête à la police judiciaire d'Avignon. Déjà parce que lui, il avait 21 ans et qu'elle n'avait que 16 et il pensait que l'écart d'âge était trop important. Et puis je pense qu'il n'avait pas non plus de sentiments pour elle. Pour lui, c'était une simple cliente. Nous avons vérifié le libido de Donato. Le soir, il était allé à une séance de sport de karaté. Et ensuite, il avait passé également la soirée avec une amie. Et cette personne a été entendue et elle a confirmé les déclarations de Donato. Le lendemain donc du décès d'Evelyne Boucher, il y a une camarade, une copine donc d'Evelyne Boucher qui se présente au commissariat d'Avignon, qui veut en fait témoigner parce qu'en fait, elle a vu ce soir-là un comportement inhabituel de la part d'Evelyne Boucher.
Donc c'est le soir, il est à peu près 18h30. Géraldine Martinasso, amie d'Evelyne. Je suis dans la cuisine chez mes parents et je regarde par la fenêtre. Et de là, donc, je vois le bus de ville qui remonte l'avenue des Cévennes et qui s'arrête à son arrêt. L'arrêt, je peux le voir de la fenêtre. Le bus s'arrête et descendent Evelyne et Christelle. Christelle, c'est une jeune fille qui habite dans le quartier. Donc je les vois qui tournent et bon, je sais bien qu'elles vont chacune, l'une comme l'autre, à la rentrée chez elles, tout simplement. Il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Ce qui m'interpelle, c'est la suite. C'est la suite qui va faire que je vais me rappeler. Donc là, on est à peu près un quart d'heure plus tard et je vois une voiture. Ce qui me surprend, c'est que je vois Evelyne dedans, assise à l'arrière. Ce qui me surprend, et c'est ça qui fait que je me rappelle, c'est qu'on est en tout début de semaine. On a 16 ans, on est mineur, donc on est censé rentrer le soir, faire les devoirs, et on sort pas en début de semaine. Jamais. Comment ça se fait qu'elle est assise à l'arrière? Pourquoi? Parce que c'est pas logique, parce que devant, il y a qu'un homme qui conduit. Il y a personne à côté, assis à côté du conducteur. Et du coup, je le regarde lui aussi, parce que je me dis, mais qui est-ce? Avec qui elle est? Et en fait, je le connais pas. Il est assez grand, mince, de race blanche, avec les cheveux un peu relevés sur l'avant. Enfin, en tout cas, il a l'air d'être un bel homme. Hein, c'est un homme charmant, mais qui est plus âgé qu'elle. Pour moi, il a entre 25 et 35. Moi, je n'ai pas du tout l'impression qu'elle se sent en danger avec lui. Moi, ma sensation, c'est qu'ils se connaissent, ils discutent. Et on va me demander de faire la description de la voiture. Et alors là, je vais être très ennuyée. On me sort des planches, des classeurs entiers de photos, de voitures, dans tous les sens, de tous les modèles. Je suis complètement perdue quand je vois les voitures. Parce que moi, j'ai vu une petite voiture genre R5, mais c'est tout. Couleur claire, c'est tout ce que je peux dire. Géraldine nous a permis de comprendre qu'elle était vraisemblablement montée dans un véhicule de petit modèle de couleur claire. Et avec la description, on a pu faire une diffusion et essayer de faire des rapprochements sur Villeneuve et sur Avignon. Monsieur Lernoud a dit aux enquêteurs, vous faites toutes les cartes grises des Renault 5, de Villeneuve, les Avignons, des Angles, d'Avignon, et vous étendez à tout le Vaucluse, tout le Gard, l'Hérault, s'il faut. Il faut absolument qu'on trouve un indice à partir de la Renault 5, quelqu'un qui aurait une Renault 5 qui habiterait dans le secteur. L'enquête de la police judiciaire d'Avignon a permis d'écarter certaines pistes, de refermer des portes, comme disent les policiers. Le milieu familial et les amis d'Evelyne sont mis hors de cause pour le moment. Apparaît alors dans l'enquête un homme au profil inquiétant. Les enquêteurs donc de la police judiciaire vont avoir également 3 jours après la découverte du corps d'Evelyne Boucher un élément important, un élément qui peut valider la thèse d'une agression près du domicile d'Evelyne Boucher. On est à peu près à 350 mètres de chez elle, dans une zone qui est difficile d'accès, enfin qui est compliquée à trouver. Et donc un voisin va découvrir une boucle d'oreille. Et on s'est aperçu que c'était la deuxième boucle d'oreille manquante d'Evelyne Boucher. Donc on a pensé à ce moment-là que c'était l'endroit où Evelyne avait été forcée, contrainte pour remonter dans le véhicule et que vraisemblablement elle avait dû peut-être se débattre, ce qui explique pourquoi elle avait perdu une boucle d'oreille avant de monter dans le véhicule. Le témoignage de Géraldine nous a peut-être laissé penser qu'elle avait essayé de discuter avec le conducteur, peut-être de le convaincre aussi de la ramener chez elle pour pas qu'il passe à l'acte et qu'il fasse une bêtise avec elle. Alors, est-ce qu'elle le connaissait? Est-ce que c'est quelqu'un de passage? Mais là, c'est le détail qui fait qu'ils savent que ça s'est passé à cet endroit. Là où habite Evelyne, c'est paumé. C'est vraiment, il faut connaître, le lotissement a été construit récemment, il a été construit dans la garrigue, c'est excentré. Donc ça veut dire que nécessairement il connaît. Et donc les enquêteurs, comme le juge Christian Lernoud, vont avoir cette certitude d'emblée que c'est quelqu'un qui passait régulièrement ou qui venait spécialement dans ce secteur.
Alors, parmi les résidents du lotissement des Chênes Verts, il y a un chauffeur routier qui habite pas loin de la maison des Boucher, qui va devenir suspect parce que il est connu de la justice pour des faits de violence volontaire. Et donc, ils vont vérifier son emploi du temps. Et puis, lui, il dit qu'il se trouvait dans le nord de la France le 9 décembre. En fait, il découvre qu'il y a une faille, que ça correspond pas, qu'il a peut-être menti. Il est placé en garde à vue pour vérifier effectivement son emploi du temps et les raisons de ses mensonges. Et on avait besoin aussi d'avoir un emploi du temps très serré de cette personne-là et puis de voir un petit peu son passé, ses habitudes. Tout est passé au peigne fin parce qu'on pensait qu'il pouvait aussi avoir un rôle important dans les faits dont a été victime Évelyne Boucher. Ils vont approfondir les investigations sur le routier qui finalement sera mis hors de cause. Le 18 janvier 1988, un mois après l'autopsie du corps d'Évelyne Boucher, Laurent Brognaud, biologiste expert en empreintes génétiques. le laboratoire qui a réalisé l'analyse du prélèvement du sperme donne ses résultats au juge d'instruction et ça permet une grande avancée dans l'enquête puisque ça aboutit au résultat d'un groupe sanguin déterminé à partir du sperme. On a réussi à savoir que le suspect était de groupe sanguin A et nous avons repris toutes les personnes qui avaient été entendues ou suspectées pour éliminer toutes les personnes qui n'étaient pas du groupe sanguin A. Ça permettait effectivement d'éliminer des gens, mais ça ne permettait pas de dire formellement que c'était l'auteur des faits. Tout le monde y est passé, le beau-père, les voisins, le routier. Ça donne rien du tout. Ils n'avaient pas le gars sous la main, quoi. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Cet épisode a été écrit et réalisé par Bérangère Vess. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France.tv. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, Astrid Verdun, assistée de Marie Agassan. Montage, Joanna Lalonde, avec la voix de Julie Drey.